Deux arachides, ils ont une analyse, ou elles ont une analyse politique des choses qui dépasse l'entendement. On pourrait même les engager ici à Sika TV. Et je ne dis pas qu'ils seront meilleurs que nous autour de ce plateau, mais ce sont des gens extrêmement prégnants. Mais le problème, c'est qu'on les exclut, on les astreint à résidence de la non-décision en ce qui concerne de l'inéligibilité, en ce qui concerne la capacité à pouvoir représenter le pays. Et c'est toujours cette microcaste ultra gabégique qui est dans une démarche oligarchique complètement, qui réunit tous les leviers du pouvoir, qui est dans une logique de corruption systématisée. J'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays, à la corruption. En Afrique francophone, le Cameroun, c'est, je pense, en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis et je le répète, l'un des pays potentiellement le plus révolutionnaire, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Il faut qu'on se pose des questions sur ces réalités. Vous n'allez pas quand même faire campagne pour quelques candidats ici. Mais est-ce que vous pensez... Ah non, je ne fais campagne pour personne. Non, mais est-ce que vous pensez qu'au niveau du Cameroun aujourd'hui, en dehors de Paul Biya, il y a quelqu'un qui émerge? On parle de... J'ai pas envie de citer des noms plus que d'autres, mais je voudrais juste revenir sur un nom qui, moi, m'intrigue. Maurice Kamto, avec lequel j'ai de nombreux désaccords, qu'on soit très clair. Il s'est prononcé sur la souveraineté monétaire, je l'ai trouvé très évasif, objectivement. Et sur la souveraineté africaine, ça n'a pas été sa préoccupation première. Mais, donc je ne parle pas de lui pour dire que je le soutiens. Mais je constate les choses que je n'aime pas en tant que panafricaniste, c'est quand j'entends des propos de gens qui le stigmatisent parce qu'il serait bamilégué. Je pense qu'il faut qu'on arrête, on est au XXIe siècle, il faut qu'on arrête avec ce tribalisme caricatural et puéril qui existe à l'heure actuelle dans nos pays africains. Attaquons les gens pour leurs idées, pas pour leurs ethnies. Parce que si on va sur ce terrain-là, c'est la porte ouverte à toutes les plus grandes déflagrations politiques, sociologiques et économiques aussi pour nos pays. Voilà, une caution de 30 millions de francs CFA, soit quelques 45 660 € exigés pour les prétendants à la présidence au Cameroun. Ce montant est-il juste de votre avis? On sait par exemple, Camille Seba, qu'en RD Congo, il faudra au moins 1000 $. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que tant qu'on confisquera le pouvoir politique, et on le donnera uniquement aux mains de ceux qui ont les moyens, on sera toujours face à des régimes politiques qui seront en déphasage avec la réalité des peuples. La majorité de nos peuples vivent dans des conditions d'une extrême précarité. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit quelqu'un qui n'a absolument rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a jamais travaillé, qui accède au pouvoir. Mais je dis qu'il faut qu'on s'assoie en harmonie avec la représentativité de la population. Si vous n'avez pas quelqu'un issu du peuple qui est capable de comprendre les problèmes du peuple, on ne pourra pas avancer. La plupart des gens ne connaissent même pas de ces dirigeants-là qui vivent dans des conditions, qui ont 3 voitures, qui ont 5 villas. Est-ce que eux, ces derniers, peuvent comprendre la souffrance d'un peuple qui est astreint à la difficulté extrême de pouvoir, comment dirais-je, combler sa famille, nourrir sa famille, ou joindre les deux bouts du début à la fin du mois? Je pense qu'on a besoin de gens, comme disait Thomas Sankara, qui sont en harmonie avec les réalités du peuple. Et les cautions exigées dans ce pays pour se présenter, pour moi, ne sont pas en phase avec les intérêts des populations. Vous êtes aussi d'avis quand même que le chef doit être à l'abri du besoin pour ne pas verser dans la corruption. Sankara n'était pas riche, mais Sankara était l'un des présidents les moins corrompus. Il y a des présidents en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui avaient beaucoup d'argent avant d'arriver et qui sont d'une extrême corruption. Et c'est le cas dans bon nombre de pays. Donc ce n'est pas la richesse qui fait la non-corruption, c'est les principes. Et je pense que tant qu'on mettra l'argent, le capitalisme, au centre des choses en ce qui concerne le pouvoir décisionnaire politique, on ne comprendra pas comment on peut avancer. Quelqu'un peut être riche avant d'arriver au pouvoir et vouloir s'enrichir encore plus une fois qu'il arrive au pouvoir. Il y a plein de cas. Je ne citerai pas d'exemple. Donc qu'on ne me sorte pas que c'est la richesse qui met à l'abri de la corruption, c'est les principes. C'est mon point de vue. Voilà, je voudrais rectifier que la caution est bien de 100 000 $, si je ne m'abuse, pour candidater en RD Congo. C'est la transition à tout trouver, on parlera de la RD Congo aussi, avec votre onction. Le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo est rentré au pays, l'homme y entend prendre sa place pour les scrutins à venir. D'abord, votre regard sur le procès en appel qui a miraculeusement, on peut le dire, permis sa libération. Alors, quels que soient les actes pour lesquels les frères ou sœurs, mais surtout les frères, sont présents à La Haye, rien ne justifie que cette cour-là soit présente pour nos dirigeants, pour des politiciens africains, ne soit pas pour Sarkozy, pour Bernard-Henri Lévy, et pour Tony Blair, et pour tous les malfrats qui sont à la tête de ces régimes qui ont mis à feu à son Moyen-Orient et le continent africain. Ça, c'est un premier point. Donc quand je vois un Africain qui sort de La Haye, quel qu'il soit, je suis heureux. Ça, je tiens à le dire. Maintenant, il faut qu'on aille sur le fond. Jean-Pierre Bemba, j'ai moi-même fait de la prison en 3 reprises. Pour mes convictions politiques,
je suis toujours heureux que quelqu'un puisse sortir et retrouver la liberté. Quand on doit juger quelqu'un, qu'on le juge en fonction de certaines réalités et en fonction aussi des intérêts du peuple dans sa globalité et pas d'une partie du peuple au détriment des autres. Maintenant, Jean-Pierre Bemba, le boutiste, si je ne m'abuse, en tout cas issu de cette famille, de ce courant-là, est-ce que c'est quelqu'un qui va changer le Congo? Il y a une chose qui est certaine. Rien ne peut être pire que la manière dont le régime est dirigé et géré par le président Kabila aujourd'hui. Moi, je le dis comme je le pense, ce pays est un no man's land. La direction du Congo, la République a démocratisé du Congo, se remplit les poches, et sa seule obsession, sa seule mission, j'en assume les conséquences, vous n'êtes pas responsable, mais je le dis comme je le pense, d'accord. On a aujourd'hui l'un des pires génocides qui se passe du côté de l'Est du Congo, au Kivu, les femmes sont violées, c'est devenu une habitude, d'accord. On leur déchiquette l'hymen, c'est devenu une habitude, on leur transmet le sida, c'est devenu une habitude. Je n'entends pas Kabila se prononcer sur ce terrain-là. C'est un irresponsable politique à mes yeux, et le fait qu'il parte sera un soulagement pour toute l'Afrique dans sa globalité. Maintenant, est-ce que Jean-Pierre Bemba sera différent de Kabila? Oui. Est-ce qu'il fera mieux que Kabila? Tout reste à prouver. J'attends de voir. J'aimerais aussi savoir dans quelles conditions il a été libéré, que nouveau ce volte-face, qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain il devait être condamné à de très longues années. Il a déjà fait, si je m'abuse, 8 ans, 10 ans de prison, et il sort. J'aimerais avoir les accords, parce que pour vous dire les choses telles qu'elles sont, j'ai pas envie de retrouver un deuxième cas à la Mandela, où on a une personne qui est emprisonnée pour une longue durée, et du jour au lendemain on décide, après avoir signé des contrats, de le libérer, mais à condition qu'ils soient en harmonie avec les intérêts occidentaux. J'ai pas envie de ça. J'aimerais que ce soit autre chose, mais il faut qu'on soit concret. Bemba a beaucoup plus une stature de chef d'État que Kabila. J'ai aussi une personne qui est un ami, je le dis, moi je suis pas dans le tabou, Félix Tshisekedi, qui lui aussi aspire peut-être aux responsabilités. C'est un ami, mais je le dis clairement, quelqu'un comme Bemba me paraît aujourd'hui être le candidat le plus plausible en termes d'influence, en termes d'impact vis-à-vis des masses. Il y a quelque chose que les autres responsables politiques congolais n'ont pas. Il suffit juste d'être un observateur sérieux pour... De ce point de vue, vous partagez l'avis donc de Bemba qui pense que l'opposition doit s'unir pour faire face éventuellement à un candidat de la majorité? C'est sûr. Je pense que l'opposition, si elle va en disperser, va se faire corriger. Elle va se retrouver avec la Kabylie pour encore longtemps. Ou la Kanambi pour encore longtemps. Et je pense que tout le monde doit aller vers un seul même objectif. Est-ce que Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi accepteront d'aller en rang serré avec Bemba? Ce n'est pas sûr, mais je pense que si l'intérêt du peuple prévaut sur l'intérêt des égos de chacun, je pense qu'on pourra aller vers quelque chose de constructif. Alors, mais tout reste à faire, et rien ne dit qu'une fois au pouvoir, Bemba aura une politique souverainiste, autodéterminée, qui profitera aux Congolais. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Moi, le premier, je le souhaite profondément, et si j'ai l'occasion de rencontrer Bemba, je discuterai longuement avec lui sur ce sujet. Alors, il y a un autre acteur donc, du jeu qui estime que aujourd'hui, Bemba, comme vous le pensez, si entre-temps on choisissait quelqu'un dans ce camp, c'est de la rupture, de la continuité, mais lui, aujourd'hui, transcende avec toute cette réalité. Il pense que la misère du peuple, c'est bien sûr du fait de ses différents responsables. C'est lui, Alain Daniel Tchekomba, et aujourd'hui, il se dit candidat indépendant et il veut changer le visage de la RD Congo. S'il peut le changer, pourquoi pas? S'il a des chances de le faire, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup de chances d'être élu. Je ne suis pas sûr que ce soit le candidat le plus populaire en RDC aujourd'hui. Mais s'il est vraiment dans une démarche... Il n'est pas des moindres quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus populaire, c'est juste ce que je dis. Mais s'il a la possibilité d'aller au bout de ses objectifs et qu'il est en harmonie avec ses propos, je serais le premier heureux. Moi, je l'encouragerais. La seule chose que toute l'Afrique veut aujourd'hui, ce sont des gens qui, à la tête du Congo, fassent en sorte que les Congolais puissent profiter de leurs propres ressources naturelles. Le Congo est le cœur du continent africain. D'accord ? Comme le disait Simon Kibangu, le jour où le Congo se relèvera, c'est l'humanité qui se relèvera dans sa globalité. Moi, je suis convaincu que le Congo a un rôle précis en termes de moteur du continent africain, et dès lors qu'il sera libéré des coups et des agressions systémiques qui sont effectuées par l'oligarchie d'Occident, par l'oligarchie de cette région-là en Afrique centrale, eh bien, je pense qu'il y aura beaucoup de chances que le continent africain puisse être revigoré plus que jamais. Alors, l'analyse de Alain Daniel Tchekomba, sur laquelle je voudrais que vous réagissiez, c'est qu'il estime que aussi bien l'opposition dans son ensemble que le régime du président Kabila sont quand même responsables des exactions que subissent le peuple congolais. Il a raison, c'est évident qu'il a raison. Là-dessus, il se dresse un peu en arbitre. Il a évidemment raison que tout le monde a une responsabilité, toute la classe politique, sauf peut-être Bemba qui n'est pas aux affaires depuis un certain nombre d'années. Et pour cause,
il était à l'hôtel incarcéré, à la prison plus sérieusement, mais les autres, Moïse Katumbi et tous ces gens-là ont travaillé d'une façon ou d'une autre ces dernières années avec le régime. Donc ils ont une responsabilité avec l'asphyxie que le peuple connaît. C'est évident. Maintenant, il y a des dirigeants qui, à une certaine époque, étaient avec le candidat, avec le président critiqué, et quand ils passent à l'opposition, ils changent les choses. C'est rare, mais c'est arrivé. Donc soyons observateurs, on ne peut pas faire grand-chose. De toute façon, on n'a pas plus de pouvoir en ce qui concerne le Congo. Mais je fais partie des gens qui observent extrêmement attentivement cela. Et j'espère que le prochain leader ne sera pas simplement un chef. Le Congo a besoin d'un chef qui prend ses responsabilités, a besoin d'un chef qui est dans une logique d'être autodéterminé, souverainiste, et qui fasse honneur au Kibongo, qui fasse honneur au Patrice Emery Lumumba. On a besoin d'un Congo comme cela. Alors, je reste avec vous sur toujours la question en lien avec Jean-Pierre Bemba. La majorité présidentielle en RD Congo a dit que Jean-Pierre Bemba ne serait pas éligible, eu égard au code électoral, puisqu'il a été condamné pour subornation de témoins à la Cour pénale internationale. Est-ce que la majorité présidentielle a le droit aujourd'hui de parler pour dire ce qui est légal ou pas, quand on sait que depuis un certain nombre d'années, ils sont déjà hors la loi, ils ne devraient même plus être au pouvoir à l'heure actuelle, objectivement, si on devait analyser les choses dans le fond, dans la forme. Mais ces derniers-là, qui ne respectent aucune loi dans leur propre pays, veulent dire maintenant que Bemba ne peut pas se présenter. C'est une vaste fumisterie. Je pense que l'humilité devrait prévaloir chez M. Kabila. Il devrait songer à l'après et à prier qu'il n'y ait pas de juge des tribunaux populaires qui s'occupent de la manière dont il a géré son pays. Alors, on reste donc au niveau de la Cour pénale internationale, puisqu'on parlait du Bemba. Alors, maître Emmanuel Altit, avocat. Et je tiens, excusez-moi, à vous préciser que j'ai les autorités ont fait pression pour que je n'intervienne pas au Congo au festival d'ING, qui est le Conseil national de la jeunesse congolaise, parce qu'elles savent très bien que si j'arrive sur place, je dirai ce que je pense du régime. Ceci peut expliquer cela? Non, mais il y a toujours un lien de cause à effet. Quand il y a des irresponsables, il y a des réactions. Maître Altit Emmanuel, l'avocat de Laurent Gbagbo, a déposé donc une requête en acquittement au tribunal avant même la fin du procès. Est-ce que vous pensez que cela a une chance de prospérer? Moi, je vais vous dire, celui qui devait sortir en premier, c'était Gbagbo. Parce que quand on analyse le dossier de Gbagbo est beaucoup plus vide en termes de matérialisation de preuves l'accablant que les preuves, comment dirais-je, exigées contre Jean-Pierre Bemba. Exactement, les preuves exigées contre Jean-Pierre Bemba. Bemba était celui qui avait le moins de probabilité de chance de sortir. C'est pour ça que je dis, et je pense qu'il ferait potentiellement un très grand leader au Congo. Reste à savoir ce qu'il va faire, mais j'aimerais savoir les conditions dans lesquelles on l'a fait sortir. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Parce qu'il avait moins de chances de sortir que Laurent Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas plutôt le double degré de juridiction qui est respecté à la CPI? Parce que on sait que vous avez un procès quand vous êtes condamné, vous avez le droit d'aller en appel. Bien sûr. C'est la preuve de la vitalité de la Cour pénale internationale. La vitalité, je pense qu'il y a la date de naissance de la crédibilité de la Cour pénale internationale intervient avec la libération et l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Enfin, acquittement après de nombreuses années incarcéré. On peut toujours aussi discuter de cette crédibilité de la CPI. Maintenant, en ce qui concerne Laurent Gbagbo, il devrait sortir, il aurait dû sortir depuis très longtemps. Vous pensez que c'est une alternative à la réconciliation en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas qu'il va revenir à être président, c'est pas la question, mais je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo pour se pacifier. C'est une réalité. Laurent Gbagbo, qu'on ne veuille pas, est un père de la nation. C'est quelqu'un qui est aimé par une très grande partie des Ivoiriens. Le peuple souffre en Côte d'Ivoire. Il souffre parce qu'il est soumis à la vindicte internationale. On nous parle de développement, mais le développement est fait en échange de quels contrats qui sont passés, qui vont rendre sous dépendance la Côte d'Ivoire pendant combien d'années? Ça, c'est des choses dont on ne dit pas. Donc, on voit les devantures, on voit les commerces occidentaux qui sont faits. Donc, les gens disent, oh, c'est le développement. Le développement, c'est pas être dans une démarche d'implanter tous les commerces extérieurs et mettre de côté les commerçants intérieurs en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que Gbagbo, s'il retourne au pays, est quelqu'un qui va permettre que le processus de pacification puisse véritablement s'effectuer. Il n'a rien à faire là-bas et tous les jours, je prie qu'il puisse sortir. Voilà, nous parlons de justice toujours, cette fois-ci au Sénégal, pourquoi pas, la saga judiciaire en cours contre les opposants au régime du président Sall, notamment le cas du maire de Dakar, Lomadi, a été condamné en première instance, il est allé en appel, ses avocats et lui ont boycotté les assises parce qu'ils estiment que un verdict rendu par la Cour de la CEDEAO a dit nommément que ses droits ont été violés et qu'au vu de ce verdict de la CEDEAO, il aurait dû être purement et simplement libéré. C'est une réalité, il aurait dû être libéré depuis longtemps, donc tout le monde sait que Macky Sall est quelqu'un qui a peur de ses opposants parce qu'il sait qu'il ne fait pas le poids.
C'est quelqu'un qui, politiquement parlant, n'est pas au point. Tout le monde le sait, dans son pays en priorité. Et donc, il essaie d'asphyxier tous ses opposants. Et Khalifa Sall, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en prison, qui m'a d'ailleurs étreint chaleureusement, est le candidat à l'heure actuelle le plus crédible de l'opposition, avec un autre que j'apprécie beaucoup, sur certains points en tout cas, qui est Ousmane Sonko. Mais Khalifa Sall est celui qui a le plus de consensus, qui touchait le plus de gens. C'est pour ça qu'on essaie de le faire taire. Et s'il devrait être dehors lui aussi, je pense qu'il faut quand même qu'on se questionne sur la manière dont nos régimes sont capables, dès que quelqu'un dérange les intérêts du pouvoir, on fait tout pour le criminaliser, on fait tout pour le persécuter, on fait tout pour le faire passer pour un voyou, on lui coupe les vivres, on ferme ses entreprises, etc. etc. Moi, je me questionne. Est-ce qu'on ne devrait pas demander des comptes quand vous gérez les affaires publiques? Parce que on parle de gros sous, on parle de plusieurs milliards de francs CFA. Est-ce qu'on ne devrait pas se questionner et condamner, quelle que soit votre appartenance politique? Vous connaissez ma détestation de l'hypercapitalisme, de l'ultralibéralisme qui est présent sur le continent africain et ailleurs. Je pense que c'est l'une des choses qui est en train de briser le tissu social plus que jamais, et que sur un terrain même strictement idéologique, nos populations ne sont pas en harmonie avec ces réalités. Donc, vous prêchez un convaincu sur ce terrain-là. Maintenant, dans quelles conditions ces truquements, entre guillemets, financiers ont été effectués? Est-ce qu'on est sûr que c'est de la première responsabilité de Khalifa Sall? Est-ce qu'on est sûr que c'est lui-même qui a dit cela? Il faut détourner ces fonds-là pour qu'on fasse un certain nombre de choses. Est-ce qu'on est sûr de ça? Il n'y a pas de transparence sur cette réalité. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un système de corruption qui est généralisé. D'accord. Certains essayent de faire le mieux possible leur travail dans ce système de corruption, et dès lors qu'ils commencent à déranger maintenant les puissants, on dit mais toi là, tu fais partie de ce système-là, on te met off. Mais si on commence à faire les comptes pour le régime Macky Sall, mais Macky Sall va prendre plus longtemps que Mandela, mon frère. Ça, c'est des choses qu'on doit être capable de dire. Parce que tous ces gens-là sont aujourd'hui dans les détournements financiers. Tout le monde le sait. Tous ceux qui analysent la vie politique de nos pays le savent. Mais dès que quelqu'un commence à déranger, ah, toi, tu as détourné des fonds, et celui qui jette la pierre est celui qui a détourné le plus d'argent. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette réalité qui consiste à dire que parce que on a trouvé des détournements dans l'entourage de Khalifa Sall, ça signifie que c'est lui le premier responsable. Moi, je pense que c'est un procès politique. Et que si on doit battre Khalifa Sall, qu'on le batte politiquement. Qu'on ne le batte pas par ces truquements juridiques qui en réalité n'ont rien, et même la CEDEAO qui pour moi n'a rien de crédible, mais là-dessus est objective quand elle dit que les conditions de détention de Khalifa Sall n'ont pas été réunies, ne sont pas justes en tant que telles, il devrait être libéré. Moi, je le pense aussi profondément. Vous pensez que les îles aujourd'hui dont bénéficie le fils du président Wade est à mettre également à l'actif de l'acharnement politique? On va être clair, Karim Wade, quand il était aux manettes, pour moi, je le dis très clairement, c'est pas un ministre que je prenais au sérieux. Je trouve qu'il y avait une gabegie quasiment jamais atteinte au Sénégal, et que c'était une profonde déception et trahison pour tous ceux qui, lorsque Abdoulaye Wade était jeune, croyaient Abdoulaye Wade. Tout le monde a cru qu'Abdoulaye Wade allait être l'homme du changement. On a vu qu'en réalité, il était l'homme de l'aggravement sur un certain nombre de choses. Quoi qu'avec Macky Sall, beaucoup sont en train de regretter Abdoulaye Wade sur un bon nombre de points. Mais Karim est le symbole de cette gabegie, et le symbole. On va prendre fin de ce direct, mais avant tout, ça fait quand même très mal. Le monde va excessivement mal. Et on ne va pas continuer à nous bercer. Nous qui avons compris le cinéma de la communauté internationale du sang. Cette communauté n'a aucun remords, aucune pitié, aucun sentiment. Des populations excessivement pauvres. Des gens qui vivent de la terre, de l'agriculture, sont primadés, pourchassés partout, dans leur propre terre, parce que là où ils font l'agriculture, ou là où ils ont construit leur maison, il y a immensément de minéraux. Et donc pour ça, il faut les exécuter. On les tue, on les viole, et on prend des enfants, on les place dans les mines pour soustraire des pierres précieuses. Où est passé le monde? Où est passée la vraie justice dans ce monde? Dans ce monde des pyromanes, dans ce monde d'injustice. On tue les êtres humains. On fait ce qu'il faut faire, parce que l'Occidentaux 666
L'homme haineux a besoin des minéraux des Africains. Mais les Africains devront se lever pire à l'époque de Kunta Kinte pour défendre leur terre. Car la patrie ou la mort appartient à un peuple éveillé. Et le peuple africain doit cogner fort vis-à-vis de ces envahisseurs. De ces envahisseurs qui ont pris le Congo RDC, qui ont pris le reste de l'Afrique comme leur croix. Car pour l'homme blanc, il se dit qu'il doit massacrer l'homme noir. Il se dit qu'il doit prendre tout ce qu'il veut en Afrique. Mais l'homme noir doit prendre les armes et manier pour se défendre. Car l'Afrique, c'est sa terre. L'Afrique, c'est sa terre. Comme capitaine Thomas Sankara avait su bien dire, seule que la lutte qui libère. Et les peuples africains devront être debout pour se battre. Se battre pour être libre. Se battre pour en découdre avec l'homme blanc. Avec celui qui n'a jamais aimé l'homme noir, mais qui a pris l'homme noir depuis les temps des temps. Un esclave. Oui. Ils ont pris l'homme pour un esclave. Et parmi eux, il y a 8%. 8% un grand dictateur. Il prend le peuple noir au Congo, Brazzaville, pour des esclaves. Oui, 8% prend le peuple noir au Congo, Brazzaville, pour des esclaves. Parce que c'est l'agent préféré de la France. Le franc CFA est une monnaie pour appauvrir l'Afrique, pour détruire l'Afrique. Mais les Africains devront se lever et dire non. Il est temps. Il est temps que l'Africain sorte du gouffre à laquelle on lui a mis depuis. On lui a infligé depuis. Il est temps. L'Africain doit se lever. L'Africain doit se lever. L'Africain doit défendre sa terre. L'Africain doit défendre son avenir. L'Africain doit défendre l'avenir des générations futures. L'Africain vivant en Europe, vivant aux États-Unis, s'il ne se lève pas, il finira par disparaître aussi. Car s'ils attaquent l'Afrique, comme de fois ceux qui sont en Europe, s'ils détruisent les gens en Afrique, comme de fois nous qui sommes en Europe, nous devons nous lever. Arrêtons de voir que nous avons autour de nous des gens bons. Arrêtons de voir l'homme blanc, politicole, comme un homme génial. Non, ce n'est pas des géniales. Ils sont géniaux dans leur secte, franc-maçonnerie. Ils sont géniaux dans leur secte, Illuminati. Nous devons nous lever. La patrie ou la mort, il n'y a que la solution de la détermination qui nous fera sortir du gouffre. L'homme noir doit sortir du gouffre. Depuis le temps des temps, l'homme noir est un esclave. Et il faut qu'il sorte. L'homme noir doit sortir de là. L'esclavagisme, il y en a marre. L'homme noir a fait que baver depuis le temps des temps. Mais est-ce qu'il devrait continuer? Continuer à souffrir? Continuer à être exploité? Non. Il est temps. La patrie ou la mort, l'homme noir doit se lever.